Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons vous parler aujourd'hui de la santé en français en Colombie-Britannique. Donc, c'est un webinaire qui vous est proposé dans le cadre d'un forum santé qui a été organisé avec la communauté francophone accueillante de Prince George. Voilà, ce soir, vous allez en apprendre un peu plus sur le système de santé en Colombie-Britannique, le MSP, le pharmacare, comment s'inscrire, par exemple. Donc voilà, on va passer à travers tout ça et vous aurez l'occasion de poser vos questions. Je voudrais préciser, avant de commencer la présentation, que nous sommes situés sur les territoires non cédés des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Je vais faire une petite introduction et une présentation, que ce soit de Carl Coyo, qui représente les services francophones de PHSC, et moi-même, donc Nicolas Roux, pour Réseau Santé Colombie-Britannique. Ensuite, on va expliquer le système de santé en Colombie-Britannique, le Medical Services Plan, Pharmacare, et après, on passera sur des ressources utiles et des questions. Je vais passer la parole à Carl, qui va faire une petite introduction avant qu'on présente les organismes. Merci Nicolas. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Carl Coyo et comme l'a dit Nicolas, je représente l'autorité provinciale de santé PHSC au service des francophones qui est lui-même rattaché à PLS, le service des langues. Et comme l'a indiqué Nicolas, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le système de santé dans son ensemble en Colombie-Britannique. Maintenant, il me semble important de préciser que Nicolas et moi-même ne sommes pas des professionnels de la santé, donc que notre rôle se limite à vous présenter les informations qui sont accessibles dans le système de santé en français. Nous sommes donc vos informateurs, nous vous aidons à naviguer, mais on n'a pas vocation à répondre à des questions d'ordre purement médical. On vous indiquera en revanche auprès de qui les poser. Alors, je vais revenir juste sur le slide précédent, pardon Nicolas. En BC, il y a plus de 28% de la population qui est récemment immigrée, c'est le recensement 2016. Et donc, la Colombie-Britannique, c'est la province la plus diversifiée sur le plan ethnique au Canada. Or, les données de Société Santé en français montrent que systématiquement, les patients qui se heurtent à des barrières linguistiques dans le système de soins ne reçoivent pas la même qualité de service. Le fait de ne pas pouvoir communiquer efficacement à cause d'une barrière de langue peut créer des malentendus et donc conduire à des erreurs médicales ou en tous les cas des omissions importantes. C'est la même chose pour les francophones qui sont ou qui pensent être à l'aise en anglais. Ils atteignent souvent de meilleurs résultats cliniques s'ils reçoivent des services dans la langue de leur choix. C'est particulièrement vrai dans les situations d'urgence ou de crise. Et le simple fait d'offrir en français des services peuvent contribuer à éliminer efficacement ces lacunes dans le système de soins de santé. Donc, le service PLS de l'autorité provinciale de santé, mais aussi les réseaux santé en français, les réseaux santé BC, développent les ressources nécessaires adaptées linguistiquement et culturellement pour aider les organisations et les professionnels de santé à mieux comprendre la population francophone et les patients à accéder aux soins de manière équitable, que ce soit des immigrants, comme Nicolas l'a dit, des réfugiés ou toutes les personnes en situation de minorité linguistique, sans oublier les membres de la communauté sourde et aveugle et malentendante. Alors, on vient de voir, et de manière générale, les personnes qui arrivent au Canada, vous qui êtes dans l'assistance ce soir, vous pouvez avoir des statuts très différents. Vous venez parfois d'horizons de pays très variés et donc vous pouvez avoir des attentes, une approche de la santé et peut-être des priorités très différentes. Donc, tout d'abord, mon travail au quotidien, c'est notamment d'offrir de la navigation dans le système de santé, de même que Réseau Santé. Donc, on est là, Nicolas et moi, pour vous permettre de comprendre le système de santé en Colombie-Britannique, de comprendre qui aller voir pour, selon vos besoins, dans votre langue, en tenant compte des différences que nous pourrions avoir. On va vous offrir aussi des solutions pour trouver des professionnels de la santé qui parlent français. Il y en a. Et on va vous proposer également des ressources, des livres en français sur le bien-être, sur la santé des tout-petits, des jeunes, des adultes, mais aussi des aînés. On vous orientera vers plusieurs organismes partenaires qui peuvent vous proposer des activités.
Et enfin, nous sommes là pour fournir des informations fiables, des éléments que nous avons traduits au sein de PLS et adaptés, et qui viennent du gouvernement, des institutions, et qui sont partagés au fur et à mesure sur nos sites Internet respectifs, nos réseaux sociaux, de manière à vous accompagner dans votre quotidien. Donc, comme je l'ai dit, le service aux francophones est rattaché au service des langues au sein de PHSA, de Provincial Health Service Authority. Il y a 3 volets principaux à la mission des services francophones. Nous sommes d'abord votre guide. Nous vous aidons à naviguer, comme on l'a dit plus tôt, dans le système de santé en répondant à vos demandes par courriel, par téléphone, en vous communiquant les informations dont vous avez besoin, sur les réseaux sociaux également, on va en reparler, ou lors de rencontres virtuelles comme ce soir, ou bien dans les écoles, dans le cadre d'événements organisés par les organismes communautaires. Voilà. Le deuxième volet, c'est la création et l'adaptation, la diffusion de ressources en français. Dans le système de santé, nous faisons un travail d'engagement auprès des organismes de santé pour leur faire prendre conscience de l'importance de la disponibilité de ressources dans la langue de préférence et en les sensibilisant aux besoins d'une approche culturelle des questions de santé. Au-delà des services de traduction, ce sont les services d'interprètes dans lesquels on va rentrer un peu plus en détail un petit peu plus tard. Et puis enfin, de manière à mieux vous servir, nous cherchons d'une part à maintenir un contact constant avec les communautés francophones en collectant des informations concernant vos besoins en matière de santé, et d'autre part à renforcer le système de santé chaque fois que les barrières linguistiques et culturelles existent. La troisième mission consiste ainsi à initier ou bien à soutenir, que ce soit financièrement ou vraiment directement, des projets de collaboration avec des partenaires de la santé, mais aussi de la communauté francophone, comme Réseau Femmes, comme La Boussole, comme les parents francophones en BC, Le Relais et bien d'autres. Alors, juste pour vous donner quelques exemples de notre action au cours de l'année écoulée, ce sont plus de 1000 personnes et familles qui ont sollicité les services d'interprètes auprès des médecins ou d'hôpitaux. Il y a à peu près 500 personnes qui ont reçu notre aide pour obtenir des ressources en français et des conseils pour accéder aux soins. En collaboration avec Réseau Santé, nous aurons offert gratuitement d'ici mars prochain 1200 heures de cours de français à près de 200 professionnels de la santé dans le cadre du programme Café de Paris qui contribue à accroître la qualité, la sécurité et l'équité du système de santé en BC. On a soutenu ou coordonné 15 projets de sensibilisation des nouveaux arrivants visant à guider et à faciliter leur accès aux services de santé. Nous venons de terminer aujourd'hui, en collaboration là aussi avec Réseau Santé, une recherche liée à la crise des opioïdes et à son impact sur la communauté francophone. Et puis enfin, nous avons assuré la promotion au sein d'organismes de santé et auprès des médecins de la province, un programme communautaire initié encore par Réseau Santé de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires. Et puis pour parler un peu avenir, on souhaite favoriser dans les années qui viennent la prévention avec par exemple un projet communautaire sur la santé mentale post-Covid des jeunes enfants. Alors, Nicolas, je te laisse la parole pour présenter Réseau Santé. Pas de souci. J'ai déjà un peu présenté. Donc, Réseau Santé Colombie-Britannique, on est un organisme à but non lucratif et qui est là en fait pour favoriser et développer des services de santé et de bien-être donc en français en Colombie-Britannique. On l'expliquera juste après, mais il n'y a pas forcément de services qui sont proposés en français en Colombie-Britannique par le système. C'est pour ça qu'il y a des organismes comme nous qui existons et on est là pour répertorier par exemple des professionnels de santé qui peuvent s'exprimer en français et qui peuvent aider la communauté. Donc, pour ça, on connecte toutes les parties prenantes de la santé, que ce soit les décideurs politiques, les professionnels de santé, bien entendu, la communauté, les gestionnaires de services de santé et les instituts de formation. On a par exemple des projets et des programmes avec les étudiants, parce qu'il n'y a pas de formation en santé en français en Colombie-Britannique. En fait, on essaie de recenser les étudiants, on leur fait faire des activités. Nous, ça nous permet de les recenser après pour quand ils seront professionnels de la santé.
Et ensuite, ça leur permet, eux, de pratiquer leur français. Parce qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui sont francophiles ou qui ont des bases en français. Comme l'expliquait Karl, il y a le programme Café de Paris qui les aide une fois qu'ils sont professionnels de santé. Et on a un projet, c'est un projet national. Et donc, c'est nous qui sommes porteurs du projet en Colombie-Britannique qui s'appelle Franco Santé pour aider les étudiants. Voilà, c'est vraiment, on part de la base pour essayer ensuite, une fois qu'ils sont en pratique, de proposer le plus de services possible pour les francophones. Donc voilà, donc comme je vous expliquais, ces professionnels de santé, vous pouvez les retrouver aussi sur le répertoire sur notre site internet. Il y a plus de 1800 professionnels de santé, donc de diverses professions. Et donc vous pouvez faire les recherches par rapport à votre adresse et voir les professionnels qui peuvent s'exprimer en français autour de vous. On rentrera un petit peu dans les détails de votre suivi de santé sur les slides suivantes. Et ensuite, il faut savoir que nous, on a beaucoup de projets, donc c'est toujours dans l'idée de développer des services de santé en français dans la province. On a des projets, par exemple, en ce moment sur la démence, sur l'hésitation vaccinale. On a eu des projets sur la santé mentale des jeunes immigrants. Donc voilà, il y a beaucoup de projets en fonction des financements, bien entendu, qui permettent de développer les services et de montrer au système que oui, les francophones ont des besoins ici. Alors, on va passer maintenant donc, au système de santé à proprement parler. Je vais vous expliquer brièvement. La santé ici, dans la province, donc ça relève du gouvernement provincial. Et contrairement aux programmes fédéraux, tout ce que vous recevez chez vous, par exemple par courrier, qui relève du fédéral, vous pouvez voir qu'il y a un côté en anglais et l'autre côté en français. La Colombie-Britannique, il faut savoir que c'est la seule province qui n'a pas déclaré de langues officielles. L'anglais n'est même pas déclaré comme une langue officielle, il n'y en a pas. Ils n'ont jamais fait cette déclaration, ce qui fait que la province n'est pas tenue d'offrir les services dans les 2 langues officielles, par exemple. Donc, c'est pour ça que des organismes comme nous, comme Réseau Santé, ou des services comme les services francophones existent, parce qu'il y a des services, il y a des possibilités pour vous, francophones. Donc voilà, mais c'est pour ça que nous existons. Le système ne propose pas directement tous les services en français. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué à naviguer et c'est pour ça que nous sommes là pour vous aider. Pour vous expliquer l'organisation rapidement, il y a une autorité provinciale de santé et ensuite, il y a 5 régies de santé. Ça, c'est par rapport, elles sont organisées géographiquement. Vous en avez peut-être entendu parler avec les statistiques de la COVID-19. On donnait des chiffres, les autorités de santé donnaient des chiffres par rapport aux régies de santé. Donc voilà, il y a Northern Health, Interior Health, Greater Health, Vancouver Island et Vancouver Coastal. Donc ça dépend vraiment de là où vous vivez. C'est en fonction de votre ville de résidence, vous dépendez d'une régie différente. Ça ne change pas grand-chose, mais ça peut être intéressant pour vous, par exemple, pour suivre les différentes régies. Pour la COVID-19, par exemple, là, il y avait des informations différentes en fonction des régies. Donc, ça peut être intéressant de savoir de quelle régie vous dépendez en fonction de là où vous habitez. Ensuite, comment ça marche concrètement pour votre suivi de santé ici? Donc, ici, il y a une personne centrale, bien entendu, c'est le médecin de famille, le médecin généraliste. C'est lui qui assurera votre suivi de santé au quotidien et sur la distance, on va dire. En attendant de trouver un médecin de famille, parce qu'on en parlera un petit peu après, c'est une des préoccupations premières ici et même au Canada. Et il faut savoir que c'est très compliqué, pas juste francophone, c'est très compliqué pour tout le monde. Il y a une pénurie de médecins de famille et ça peut être très compliqué d'arriver à s'inscrire comme patient avec un médecin de famille. J'expliquerai sur la slide suivante comment faire pour essayer d'en trouver un quand même. Je précise là, ici, donc si vous n'avez pas de médecin de famille, vous pouvez quand même consulter. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est d'aller dans ce qu'on appelle les walk-in clinics, c'est des cliniques sans rendez-vous. Donc là, vous pouvez consulter le site internet medimap.ca parce que ce site internet vous permet, à partir d'un code postal, de voir toutes les cliniques sans rendez-vous qui se situent à côté de chez vous et surtout de voir le temps d'attente. Donc, c'est très intéressant et ça vous permet d'avoir un rendez-vous et de voir un médecin assez rapidement en fonction de votre problème, bien entendu. C'est peut-être plus intéressant d'aller dans un centre d'urgence,
Mais voilà, si c'est juste un rendez-vous médical que vous souhaitez, vous pouvez utiliser ce site et aller dans une clinique sans rendez-vous. En ce qui concerne les spécialistes, donc si vous avez besoin de consulter un spécialiste, un dermatologue, un chirurgien ou quelconque spécialiste, là, il faudra une lettre de référence d'un médecin généraliste. Il faudra par exemple aller dans une walk-in clinic si vous n'avez pas de médecin de famille pour ensuite pouvoir aller voir ce généraliste. Cette lettre de référence, elle est envoyée automatiquement. À la fin du rendez-vous, le médecin va vous dire je vais envoyer la lettre de référence à un spécialiste et le secrétariat de ce spécialiste vous contactera. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous, c'est, si vous voulez être suivi en français, c'est d'aller rechercher un spécialiste francophone sur notre répertoire et de donner le nom au médecin lors du rendez-vous. Ça peut être fait et ça fonctionne très bien parce que le médecin que vous allez voir ne sera pas forcément au courant de quel spécialiste peut s'exprimer en français pour votre problème. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une liste de professionnels de santé qui peuvent s'exprimer en français pour votre suivi et de donner ces noms-là. Et le médecin, dans ce cas-là, il enverra en priorité à ces spécialistes-là votre lettre de référence. Donc voilà comment naviguer en français dans le système. En ce qui concerne les numéros de téléphone, donc, il y a deux numéros très importants à retenir, c'est le 811 et le 911. Le 811, c'est pour toute situation, on va dire, non urgente. Si vous avez un problème, une petite réaction, on va dire allergique, par exemple, une petite, j'ai bien dit, vous pouvez appeler le 811 et là, vous aurez quelqu'un au bout du fil et qui pourra vous passer une infirmière, par exemple, en ligne, qui pourra vous demander, vous poser des questions, qu'est-ce qui se passe, et analyser avec vous la situation et voir si vous pouvez, par exemple, aller dans un centre d'urgence ou si vous attendez juste à la maison pour voir ce qui se passe sur les prochaines heures. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler ce numéro. C'est totalement gratuit, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, c'est vraiment un soutien par rapport à une situation. Vous posez la question, est-ce que je devrais aller consulter pour ça? Appelez le 811 et il y a des personnes qui vous aideront au bout du fil. En ce qui concerne le 911, bien sûr, c'est toutes les situations d'urgence. Donc là, il ne faut pas hésiter à les appeler si vous êtes en situation d'urgence. Et donc, vous avez juste à dire French pour obtenir un interprète et directement dialoguer en français si votre anglais n'est pas assez bon pour communiquer. En ce qui concerne les services d'interprète, je repasse la parole à Karl. Alors, lorsque vous arrivez à l'hôpital ou aux urgences, par exemple, ou à un rendez-vous moins urgent dans une clinique, vous pouvez ou non vous retrouver face à des praticiens, des professionnels de la santé qui parlent français. Ce qu'on vous recommande fortement, c'est de demander de pouvoir parler à quelqu'un qui parle français, même si ça ne vous a pas été spontanément proposé, ça le sera rarement. Si vraiment personne ne parle français, vous avez la possibilité de demander les services d'un interprète. La santé, c'est un sujet délicat. Vous n'êtes pas des professionnels de la santé, nous non plus. Et quand bien même vous avez un niveau d'anglais correct, vous n'avez pas forcément le vocabulaire approprié. Donc, dans les établissements publics de la province, dans les hôpitaux, vous pouvez bénéficier gratuitement des services de nos interprètes. Donc, les services linguistiques de PHSC assurent des services d'interprétation dans plus de 200 langues. Ça inclut le langage des signes et puis bien entendu le français. Ce sont des services qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les interprètes peuvent être accessibles de manière différente. Si vous arrivez par les urgences, vous demandez French, on va vous attribuer un interprète par téléphone ou par VIR. On verra plus tard VIR de quoi il s'agit. Soit le rendez-vous est prévu et selon que vous ou pas, selon la disponibilité des interprètes, ça se fera en présentiel, par téléphone ou par visioconférence. Si vous avez un rendez-vous chez un médecin dans une clinique privée, en revanche, si vous demandez des interprètes, là, ça sera à votre charge. C'est important de bien faire la différence, mais avant tout, demandez si le médecin ou le professionnel de santé parle français, parce que c'est plus souvent le cas qu'on ne le croit. Si votre médecin de famille fait partie du regroupement de Doctors in BC, sachez qu'on a la possibilité de vous offrir nos services d'interprète par téléphone.
Donc, dans tous les cas, quand vous arrivez chez le médecin, demandez, n'hésitez pas à demander. De manière générale, les services francophones de PHSC et Réseau Santé Colombie-Britannique sommes là pour vous accompagner, pour vous guider dans le système de santé, pour vous aider à savoir quelles sont les bonnes ressources. Et comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas médecins, mais nous aurons plaisir à vous guider vers les bonnes personnes. Donc, avant de passer à la slide suivante, oui, Karl répète plusieurs fois, par exemple, que nous ne sommes pas professionnels de santé, parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui peuvent venir toquer à notre porte et nous dire « Ah, j'aimerais voir un médecin ». Donc voilà, il n'y a pas de médecin dans nos bureaux, mais n'hésitez pas à nous contacter par courriel, par téléphone, et nous, on peut vous aider à trouver des médecins si besoin. Je vous ai dit que j'allais reparler des médecins de famille. Donc, les démarches pour en trouver un et s'inscrire comme patient avec un médecin de famille. Donc, la première chose, c'est de regarder, par exemple, le répertoire de Réseau Santé Colombie-Britannique pour les médecins francophones. Ensuite, il faut demander, donc les contacter, soit par courriel, soit par téléphone, et demander s'ils ont une liste d'attente. Première chose, demander s'ils prennent des nouveaux patients. Deuxième chose, s'il y a une liste d'attente. Et s'il y a une liste d'attente, ne pas hésiter à s'inscrire sur plusieurs listes d'attente. Il faut persévérer. Donc, si vous êtes inscrit sur plusieurs listes d'attente et qu'un médecin vous dit « Ah, ça y est, j'accepte des nouveaux patients », vous vous inscrivez avec lui comme patient. L'inscription, c'est un rendez-vous médical, ça dure 10-15 minutes. Et durant c'est le premier rendez-vous, c'est pour ça que je dis 15 minutes, qu'on va parler de la durée du rendez-vous juste après. Et donc là, c'est juste faire un compte rendu de faire connaissance plus ou moins avec le médecin. Et à la fin de ce rendez-vous, il vous dira tout simplement « Ok, je vous prends comme patient ». Donc là, vous êtes inscrit. Il n'y a pas forcément de choses à remplir, des documents, etc. C'est vraiment, s'il accepte des nouveaux patients, à la fin du rendez-vous, vous êtes déclaré comme nouveau patient. Pas hésiter, voilà, sur plusieurs listes d'attente. Et ensuite, il y a un formulaire qui est proposé par la province. C'est pareil, c'est en fonction de votre lieu de résidence. Mais là, ça peut prendre des mois avant, si vous n'êtes pas prioritaire, ça peut prendre des mois avant que vous ayez une réponse par rapport à ça. Donc, comme je le disais, c'est très compliqué pour tout le monde, pas que pour les médecins francophones, pour s'inscrire comme patient avec un médecin de famille. Je passe la parole à Karl avec la méthode Pivot. Merci Nicolas. Donc oui, ce dont on parle là, c'est vraiment le fait qu'il y a un manque dans la province de médecins, pas forcément que des médecins qui parlent français et pas forcément qu'en BC du reste. L'autre chose qui est important de rappeler, c'est qu'en Colombie-Britannique, les rendez-vous médicaux sont très courts. Ça dure environ 10 minutes. On va parler, Nicolas reparlera un petit peu plus tard de l'aspect culturel, des différences culturelles qui existent dans les systèmes de santé avec ce que l'on peut connaître d'où que l'on vienne. Ce qu'on vous recommande, c'est que dès que vous êtes confirmé dans la patientèle d'un médecin de famille, prenez rendez-vous le plus vite possible. Je vais dire surtout si vous n'avez pas de sujet particulier à traiter. Ça va permettre de constituer au médecin une base d'informations qui pourrait servir par la suite, surtout dans des contextes d'urgence. Donc, de manière générale, un rendez-vous, c'est égal à une question de santé. C'est le fonctionnement de base. Moi, venant de France, mais j'ai eu l'opportunité d'en discuter avec des francophones venant d'autres régions, nous avons l'habitude de professionnels de santé qui sont à l'écoute, qui prennent le temps, où on a vraiment le temps de détailler les problèmes, où le médecin en général pose des questions sur votre bien-être mental, sur votre hygiène de vie. Ici, ce n'est pas le cas. La prévention, ce n'est pas la grande force du système de santé. Et donc, les rendez-vous sont beaucoup plus courts. Donc, il faut prendre en considération cela en préparant ce rendez-vous avec ce qu'on vous suggère, ce que proposait Nicolas, la méthode Pivot. Donc, la méthode Pivot, elle consiste en 4 étapes. Préparer ce rendez-vous, s'informer, vérifier ce qui vous a été dit et oser parler. Donc, listez, listez vos questions, listez vos préoccupations, listez vos symptômes, la fréquence auquel vous les avez observés, les antécédents familiaux, les traitements qui sont en cours. Ensuite, posez des questions, assurez bien d'avoir compris le diagnostic, le traitement qui vous est proposé, les éventuels examens complémentaires à effectuer.
Osez parler de vos préoccupations, pas de gêne, même si ça peut être assez inhabituel en fonction de la culture, de votre culture. Un médecin est astreint là aussi à la confidentialité. Il est important de prendre votre santé en main. Il y a des études qui ont été menées par Réseau Santé qui montrent que les immigrants, quelques années après leur arrivée en BC, ont souvent une santé moins bonne qu'à leur arrivée. C'est parce que la santé n'est plus prioritaire, parce qu'ils sont surtout très occupés à s'intégrer dans leur pays, nouveau pays d'accueil, et ça se fait aux dépens de leur santé. Donc à cela s'ajoute le fait que le médecin n'a pas forcément le temps d'assurer le rôle de prévention, comme ça pourrait être le cas dans d'autres pays. Donc préparez votre rendez-vous et vraiment vérifiez, poussez le médecin à vous donner les informations dont ce ne serait pas clair pour vous. Lorsque vous avez plusieurs sujets de santé à traiter, au moment de prendre le rendez-vous au secrétariat, précisez que vous avez plusieurs sujets à traiter. On vous dira s'il est nécessaire de prendre plusieurs rendez-vous en cumulé ou si peut-être vous pourrez bénéficier d'un peu plus de temps avec le médecin. Ensuite, immédiatement, quand vous rentrez dans le cabinet du médecin ou du praticien de santé, reprécisez-lui que vous avez plusieurs sujets. Ça lui permettra peut-être de prioriser les sujets dont vous allez parler, peut-être d'adapter les examens. On va passer à l'explication du Medical Services Plan, donc c'est la couverture de santé. Alors, le Medical Service Plan, MSP, c'est naturellement l'une des préoccupations prioritaires des nouveaux arrivants. C'est le régime de santé qui assure la couverture des soins, des soins de base jugés essentiels. C'est une couverture qui est obligatoire pour tous les résidents permanents de la Colombie-Britannique, pour un certain nombre de résidents temporaires, pour les travailleurs et étudiants, et tous les citoyens. Alors, qui peut s'inscrire? Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les détenteurs d'un permis de travail ou d'études. Vous devez résider en Colombie-Britannique. Vous ne pouvez pas vous y inscrire donc en avance. Ça se fait quand vous arrivez sur le sol canadien. Et vous, Colombien-Britannique. Et vous devez y résider au moins 6 mois par année civile. Dans tous les cas, cette couverture est gratuite pour tous depuis janvier 2020. Un point important, on vous recommande vivement d'entamer les démarches immédiatement à votre arrivée sur le territoire, dans la mesure où il y a un délai incompressible de 2 à 3 mois à partir du moment où vous établissez votre demande. En réalité, si vous faites votre demande, disons le 15 du mois, vous allez attendre la fin du mois et là, on va compter 2 mois d'attente. Donc, c'est entre 2 et 3 mois. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de vous inscrire à la MSP, même si vous arrivez en tant que PVTiste, par exemple, et que vous avez déjà une assurance qui est obligatoire? Elle a été rendue obligatoire depuis peu. Donc, vous avez une assurance obligatoire qui a été contractée au départ auprès d'un organisme privé dans votre pays de départ. La MSP vous couvrira aussi, ce qui fait que quand vous irez, par exemple, chez le médecin, les frais seront immédiatement couverts et vous n'aurez pas à les avancer, vous n'aurez pas à faire les démarches de remboursement par votre assurance privée. Ensuite, sur tous les soins de santé de base, vous êtes sûr d'être remboursé, contrairement à la couverture du pays de départ, dont les prestations peuvent varier d'une assurance à une autre, d'un pays à un autre. Alors, quels sont les besoins de santé de base couverts par la MSP? Qu'est-ce que c'est les soins de base? Ce sont les visites médicales et les services jugés médicalement nécessaires, comme par exemple les médecins spécialistes, les sages-femmes, l'hospitalisation, les services de laboratoire, les procédures de diagnostic qui sont commandées par le médecin. Donc, en tous les cas pour lesquels il faut passer par votre médecin, et certains traitements de services spécifiques. Tout, en revanche, n'est pas couvert par la MSP. Et si on fait le parallèle avec la couverture de la sécurité sociale en France, la situation est sensiblement la même. On a la Sécu et il y a les mutuelles, ou ce qu'on appelle la complémentaire. En BC aussi, il y a une complémentaire de santé. Vous pouvez en entendre parler sous le terme de benefits. Quand votre employeur vous parle de benefits, c'est la mutuelle et elle peut couvrir les médicaments, les lunettes, parfois, mais pas toujours en revanche, les soins dentaires, les services paramédicaux de physiothérapie, d'acupuncture, de massothérapie, etc. Et pour cette partie, je vous recommande de bien faire l'inventaire des besoins spécifiques que vous pourriez avoir dans votre famille pour
pouvoir faire ensuite le choix entre les différents prestataires de services et les différentes couvertures qui vous sont offertes et qui sont Juste payantes. deux petites précisions énormes, juste par rapport à l'inscription au MSP, parce que nous, on a beaucoup de personnes qui nous appellent, par exemple, qui arrivent en fin de PVT, en fin de visa, ils sont en attente d'un nouveau visa ou de résidence permanente. Là, ça peut être compliqué parce que California Insurance BC, c'est l'organisme qui s'occupe de ça, peut refuser en attendant que vous ayez votre nouveau visa. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire au début de votre PVT, par exemple. Et là, il n'y aura aucun problème, vous serez accepté et ça va être assez rapide. Comme on dit, ça prend à peu près 3 mois. Mais c'est important de ne pas attendre les derniers mois. Souvent, on nous appelle, mon PVT il finit dans 1 mois, mon assurance privée se termine également. Ça ne pose pas problème d'avoir les deux, le MSP et l'assurance privée qui vous couvrez pendant votre PVT. Parce que, comme le disait Karl, le MSP va prendre en charge et s'il y a certaines choses qui ne sont pas prises en charge, votre assurance privée prendra le relais et c'est gratuit. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter par rapport à ça. Ensuite, par rapport aux services paramédicaux, par exemple, Karl disait qu'il n'y avait pas beaucoup de prévention du système, mais ça, c'est un des domaines où il y a une prévention. Il y a des quotas qui sont alloués pour chaque profession. Donc, par exemple, c'est un exemple, mais vous pouvez avoir $500 de physiothérapie par an, $500 d'acupuncture par an, $500 de massothérapeute par an. Donc, toutes les professions comme ça paramédicales, il faut voir bien sûr avec vos bénéfices qui peuvent être rattachés à votre employeur ou sinon, si vous n'avez pas de bénéfices avec votre employeur, vous pouvez prendre une assurance privée, bien entendu. Il ne faut pas hésiter à en profiter. Il faut savoir que ça marche sur l'année calendaire. Donc, si vous n'avez rien utilisé au 31 décembre, c'est perdu. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser tout au long de l'année. Donc, par exemple, aller voir un massothérapeute, ça vous permet d'aller voir 4 ou 5 fois un massothérapeute dans l'année. Ça vous permet de prendre soin de vous avant d'avoir des problèmes. Pareil pour un physiothérapeute. Vous avez une petite douleur, vous n'êtes même pas obligé d'aller voir un médecin d'abord avant d'aller voir un physiothérapeute. Vous pouvez vous faire suivre pendant quelques séances avec un physiothérapeute qui seront couverts par vos bénéfices. Donc, c'est là où il y a cette notion de prévention, c'est prendre soin de vous aussi avec tous ces services paramédicaux avant d'avoir des problèmes. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avant la fin de l'année parce que souvent, donc, les mois de novembre et décembre, pour toutes ces professions-là, sont très chargés parce que tout le monde arrive en novembre et se dit « Ah, il me reste beaucoup de séances et donc ça devient compliqué à avoir des professionnels de santé disponibles. » C'est vrai, Nicolas, c'est une façon effectivement de compenser la déficience relative en matière de prévention. Alors, il y a 3 manières de faire votre demande de couverture. Ce qu'on vous recommande, c'est plutôt de la faire en ligne. Pourquoi? Parce que du moment où vous faites votre demande en ligne, le délai de 2 ou 3 mois dont on a parlé commence à courir. Vous pouvez également remplir le formulaire que vous pouvez télécharger en ligne et l'envoyer à l'adresse que vous voyez ici. On vous les redonnera d'ailleurs. Encore une fois, comme l'a dit Nicolas, toutes ces informations, vous pourrez y accéder après, à la fin de ce webinaire. Une troisième option, c'est d'aller dans un bureau de service BC. Il y en a dans la plupart des grandes villes et partout dans la province. Et vous aurez accès à un agent qui pourra vous aider à remplir le dossier, puisque le dossier est en anglais. Et vous assurez ensuite qu'il l'envoie en diminuant le délai de traitement de 3 mois. Donc voilà, juste oui, pour finaliser cette partie sur le MSP. Donc Karl parlait du formulaire. Donc vous pouvez demander l'aide d'un agent. Ensuite, vous devez préparer vos documents avec votre preuve de citoyenneté, de résidence permanente. On en parlait tout à l'heure pour quel visa c'était possible de faire cette inscription au MSP. Et ensuite, il faudra indiquer vos revenus. Enfin voilà, il y a plusieurs informations à indiquer par rapport à ça. Et ensuite, 2 petites différences en fonction de votre statut. Si vous êtes résident temporaire, vous recevrez directement la carte chez vous. Et si vous êtes résident permanent ou citoyen canadien, là, il faudra aller dans un bureau de ICBC. Donc, ICBC, c'est l'assurance pour les voitures. Et c'est eux qui se chargent de faire une photo
Et là, vous aurez une carte personnelle avec votre photo, qui peut être utilisée d'ailleurs comme une carte d'identité. On va passer au pharmacare. Donc, pharmacare, c'est peut-être moins connu, on va dire, parce que il faut s'inscrire en plus du MSP. Souvent, les personnes s'inscrivent au MSP et elles ne s'inscrivent pas après au pharmacare. Donc, c'est deux inscriptions différentes. Qu'est-ce que le pharmacare? En fait, c'est un programme d'assistance pour les médicaments, donc qui est assuré également par Health Insurance BC et qui est basé sur le revenu. En fait, plus votre revenu est faible, plus le gouvernement vous aidera à assumer les frais que vous pouvez avoir en termes de médicaments. Donc, il faut s'inscrire, comme je le disais, séparément au MSP et ensuite à Pharmacare. Donc là, il y a plusieurs plans en fonction de votre statut. Il y a plusieurs plans et donc le plan principal s'appelle Faire Pharmacare. Et sinon, il y a des plans, par exemple, pour des patients de centres de soins de longue durée, si vous êtes identifié comme Première Nation aussi, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à consulter les plans pour voir avant d'appliquer. Donc, voilà par rapport à ça. Et je vais expliquer un peu plus le fonctionnement avec un exemple, parce que ça peut être un peu compliqué à comprendre. En fait, donc j'ai pris l'exemple de la famille Tremblay qui a un revenu annuel de 40 000 $. En fait, cette famille-là, s'ils ont beaucoup de dépenses en termes de médicaments, ils paieront 100% sera leur charge jusqu'à le montant qui sera calculé donc de la franchise, soit 1 100 $ pour un revenu de 40 000 $. Ensuite, ils ne paieront que 30% jusqu'à un montant de 1 500 $. Et si les dépenses de médicaments de la famille sont supérieures à 1 500 $, là, Pharmacare prendra en charge 100% des dépenses familiales en termes de médicaments. Donc voilà, c'est graduel et c'est en fonction du revenu familial. Comment s'inscrire? Donc c'est un peu, je vais y passer vite, mais c'est un peu comme le MSP, être résident de la Colombie-Britannique. Là, il faut être inscrit au MSP avant. Donc voilà, c'est sur le site officiel du gouvernement de la Colombie-Britannique. On vous enverra le PDF de la présentation ensuite, comme ça tous les liens seront cliquables et ça sera beaucoup plus simple pour vous à utiliser. Et donc, bien sûr, appelez Health Insurance BC également. Health Insurance BC, c'est eux qui ont toutes vos informations concernant le MSP, le pharmacare. Nous, on n'a pas du tout accès à ces données-là. Donc, si vous nous appelez, nous allons vous rediriger vers Health Insurance BC parce que c'est eux qui pourront vous aider à vous inscrire au MSP, à renouveler votre MSP si vous changez de statut. Donc voilà, pour tout le membre de la famille, il faudra communiquer le Personal Health Number, le numéro personnel de santé, et la date de naissance, et pour vous-même et votre conjointe. Donc, c'est des données plus d'argent et de revenus pour qu'ils puissent calculer votre revenu familial. On va faire une petite partie aussi sur la santé à distance avec pas mal de changements. Ça existait un petit peu avant, mais c'est vrai que la pandémie de la COVID-19 a accentué ces changements-là et ça a amené donc les acteurs de la santé à s'adapter encore plus et à proposer davantage de services de santé à distance. Il y a même une période où il y avait presque plus que ça. C'était très compliqué d'avoir un rendez-vous en personne, d'aller dans les cliniques. Donc, maintenant, c'est toujours ce qui est préféré pour de nombreux rendez-vous. Donc, voilà, il faut s'adapter, nous aussi, en tant qu'utilisateurs, à cette nouvelle façon de faire. Qu'est-ce que c'est exactement la santé à distance? Donc, ça englobe toutes les prestations de services de santé qui sont facilitées par les télécommunications. Donc, il n'y a pas de système qui est défini, que ce soit en Colombie-Britannique ou au Canada, par lequel ce format de rendez-vous est organisé. Et donc, les consultations que vous pouvez faire à distance sont couvertes de la même façon par le MSP, de la même façon qu'une consultation traditionnelle. En ce qui concerne les plateformes, ça peut être un simple appel téléphonique avec le professionnel de santé, ça peut être une visioconférence avec Zoom, comme on utilise ce soir, ou toute autre application. Donc, en fonction de la clinique avec laquelle vous pouvez être affaire pour ce professionnel de santé donné, il peut vous envoyer une nouvelle application que vous ne connaissez pas. Moi, personnellement, j'ai vu sur des sites où on voyait les médecins qui étaient encore en rendez-vous, donc il y avait le temps d'attente qui était indiqué et on pouvait déjà écrire des messages, etc. Donc,
voilà, il y a plusieurs outils qui peuvent être, avec lesquels vous pouvez être amené à fonctionner pour ces rendez-vous à distance. Sur le site de Réseau Santé, vous avez une page donc, qui s'appelle Ma Santé à distance, où on essaie de recenser un petit peu toute l'information par rapport à ça. On a créé aussi une infographie, donc récapitulative, et pour se préparer pour un rendez-vous à distance. Voilà, ça peut être ça peut perturber la première fois, mais c'est très pratique aussi de ne pas avoir à se déplacer. Par exemple, si on se fait une entorse à la cheville, il n'y a pas grand intérêt que le médecin vous voie pour aller passer une radio si vous pensez qu'il peut y avoir une fracture. Un simple appel et la personne va vous envoyer on va envoyer la lettre de référence pour que vous puissiez aller de suite passer la radio, et ça vous évite de faire des allers-retours alors vous marchez difficilement. Par exemple, ça peut être des choses comme ça. Donc, la santé à distance, ça peut faciliter des choses aussi. Voilà pour ça. Alors, juste un petit point supplémentaire, Nicolas, si je peux. Donc, tu l'as dit, les médecins, de manière générale, ont mis en place des plateformes qui sont pratiques et qui sont faciles, simples d'utilisation. Cela dit, si vous n'avez pas accès à Internet, à un ordinateur ou à un téléphone mobile, assurez-vous de bien le signaler lors de la prise de rendez-vous pour qu'éventuellement, on vous propose, si c'est possible, un rendez-vous en présentiel. Donc, il faut vraiment demander dès la prise de rendez-vous quel est le format retenu. Il faut trouver une solution qui vous convienne pour que vous soyez à l'aise et que vous puissiez vous concentrer sur le contenu du rendez-vous. Dans tous les cas, la visite sera couverte par la MSP, quel que soit le mode de consultation. On va passer maintenant aux ressources utiles. Je repasse la parole à Karl. Alors, on a parlé là de nombreuses ressources. Ce que je voudrais rappeler ensemble, c'est que la première ressource, c'est moi. Contactez-moi, que ce soit par téléphone, sur les réseaux sociaux, par email. Je suis là pour vous guider en fonction de vos besoins spécifiques de santé. Comme on l'a dit, on n'est pas professionnel de la santé, mais on aura plaisir à vous accompagner et à vous orienter vers les bonnes ressources ou les bonnes personnes. Sur notre site web, que nous venons d'ailleurs de mettre à jour, ou sur notre page Facebook, nous mettons en avant les informations qui vous sont accessibles en français. Ça peut être des brochures, ça peut être des vidéos, ça peut être des contacts clés, des événements également, avec des organismes partenaires en relation avec le bien-être et la santé. Pour trouver des professionnels de la santé qui parlent en français, on en a parlé, c'est Réseau Santé qui met à jour régulièrement son répertoire accessible en ligne sur leur site web. Il est géolocalisé, couvre toute la province. La communauté également est toujours ravie de partager sur les réseaux sociaux les professionnels de la santé qui parlent français, qui sont disponibles, qui reçoivent, qui prennent une nouvelle patientèle. Sur leur site et sur leur page Facebook, comme sur celle des services francophones, Réseau Santé, vous verrez qu'il y a beaucoup d'actualités et de contenu pour toutes et tous. Ça sert à vous rappeler aussi qu'il y a des services qui existent en français. Enfin, il y a énormément d'informations sur l'actualité, sur le Covid. Ce sera le moyen de parler de l'actualité du Covid et des boosters et du suivi des vaccinations. Quand vous avez rendez-vous dans le système de public de santé et que le professionnel de santé ne parle pas français, demandez à avoir les services d'un interprète du PLS. De manière générale, c'est plus confortable pour vous si vous demandez ces services au personnel d'accueil lorsque vous prenez rendez-vous. Cela dit, même si votre visite est une visite d'urgence à l'hôpital ou ailleurs, vous pouvez en bénéficier. Ces demandes, l'organisation, la logistique, le paiement sont pris en charge par l'organisation. En aucun cas, vous avez à gérer tout ça. Tous ces services, je reviens sur ce que le slide présente, tous ces services existent en français grâce à votre demande. C'est ce que Nicolas a évoqué tout à l'heure en parlant de la demande active. L'accès aux services de santé progresse au cœur des minorités linguistiques francophones parce que vous le demandez. Où que vous alliez, demander systématiquement vos services en français, c'est parce que vous nous consultez que nous vous orientons vers les ressources plus ciblées qui correspondent à vos besoins spécifiques
que la francophonie est plus visible et que, chiffre à l'appui, on peut obtenir les budgets, les fonds qui nous permettent de développer des projets, des services et qui permettent d'aller plus loin dans la qualité des soins que vous recevrez. Alors, parmi les dernières sources que je voudrais mettre en avant, il y a évidemment Health Insurance BC qui assure les services dont on a parlé de PharmaCare et de MSP. Il y a une ligne dédiée en français, c'est l'option 5. De manière générale, l'attente n'est pas plus longue, il faut le savoir, qu'en anglais. Peut-être même au contraire, vous pouvez aussi laisser un message et on vous rappellera au numéro de téléphone que vous indiquerez par ordre d'appel en vous indiquant le temps approximatif de rappel. C'est pratique et les personnes qui vous rappelleront auront accès à votre dossier. Parmi les autres, à la fois pour le MSP et PharmaCare, pour les autres ressources accessibles partout dans la province, il y a la totalité de la médiathèque que nous avons mis en place à l'hôpital des enfants de Vancouver, BC Children's Hospital. Ça comprend des ressources destinées au bien-être et à la santé des enfants, des adultes, des seniors, sur un grand nombre de sujets. Ça va du bien-être général, de la santé mentale, l'alimentation, l'hygiène, de la maison, les enjeux de santé aussi plus pointus pour que, en tant qu'adulte, on puisse s'informer pour la préparation des rendez-vous dont on a parlé, pour avoir des contenus et des ressources fiables, pour préparer le rendez-vous et pour être capable également d'en parler en famille avec les plus jeunes. L'avantage, c'est que vous pouvez choisir les ressources, les ouvrages qui vous intéressent. Vous pouvez commander en ligne et partout où vous trouvez dans la province, même sur votre lieu de vacances, vous pouvez les recevoir et vous aurez avec une enveloppe de renvoi, ce qui fait que vous n'aurez pas à vous soucier du renvoi et vous pourrez les renvoyer gratuitement au bout de 3 semaines. Vous pouvez réutiliser ces ressources et ces ouvrages aussi souvent que vous le souhaitez. Et en conclusion, donc oui, comme vient de le dire Karl il y a quelques minutes, c'est très important que vous demandiez vos services en français. En fait, le système de santé, s'il ne voit pas qu'il y a des besoins pour des francophones, des besoins de services de santé en français, il va dire ben, ça ne sert à rien de développer des services parce qu'il n'y a pas la demande. Donc voilà, c'est vraiment important que vous demandiez vos services en français. Voilà, c'est la conclusion. Et donc, ça participe à la visibilité des francophones et à ses besoins. Et donc, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à développer ces services. Merci. On va passer à la partie de questions-réponses. Je vais juste faire une petite conclusion pour les personnes qui nous écoutent en différé. Donc, merci de nous avoir suivis. Je vais arrêter l'enregistrement et nous allons ensuite répondre aux questions des personnes qui étaient avec nous ce soir. Merci beaucoup.